et être à l'écoute de Roland Gori, qui nous avait promis de revenir il y a quelques jours, il y a un petit mois, quand il est venu dans le cadre de la journée de l'appel des appels autour de la question du sécuritaire, la sécurité d'ailleurs. Est-ce que nous avions envie de partager avec vous, et donc il a terminé, donc il a fait la conclusion, comme dit, en nous promettant de revenir pour parler de ce nouvel ouvrage qui mérite évidemment toutes les questions que je n'aurai pas le temps de poser. Donc je vais tout de suite ne pas les poser et dire à Roland, parle-nous de ton bouquin, de toute façon tu n'auras pas de Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Donc, moi, je pensais qu'il allait bien trouver le bouquin, prendre le temps de l'inspiration. Bon. Oui, alors, merci d'abord à mes amis Chabert pour un accueil toujours très chaleureux et à François et à Louis Clébert de cette invitation. Parler du bouquin, tu vois, c'est un peu compliqué, mais je vais peut-être partir de ce qui m'a été dit il y a 2 minutes par une personne du public. C'est merci, vous nous avez fait lire Benjamin. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est effectivement, je vous ai invité à la lecture non seulement de mon bouquin, bon, bien sûr, quand il écrit, c'est un pour être lu, mais aussi à lire des auteurs comme Benjamin. C'est tout à fait formidable parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est d'actualité. Ouais, je t'interromps. S'il n'y avait que Benjamin, elle nous avait fait lire. Hein. Oui, non, mais d'accord. Benjamin, c'est quand même très particulier. Hannah Arendt, puisque on va parler d'autres auteurs, Hannah Arendt disait elle a consacré un très beau livre à Benjamin en disant qu'il avait le don extrêmement rare de penser poétiquement. Est-ce que c'était la raison pour laquelle il posait la question de la métaphore comme essentielle à la fois sur le plan philosophique et sur le plan politique? Bon, alors puisque je suis invité à parler rapidement de mon bouquin, c'est vrai qu'il s'inspire beaucoup de Benjamin et en particulier de ses thèses sur l'histoire, lorsque il parle avec cette aquarelle de qui l'ange de l'histoire, où c'est une aquarelle que d'ailleurs Benjamin avait pu acquérir, et l'ange de l'histoire de Klee, c'est un ange aux ailes déployées qui a le visage tourné vers le passé, où il voit s'amonceler les ruines, les débris de la catastrophe, donc des événements de l'histoire. Il aimerait bien s'arrêter pour pouvoir les réparer, pour pouvoir les assembler, pour pouvoir donner une cohérence à ce chaos, mais du paradis souffle une tempête, dit Benjamin, que nous appelons le progrès. Alors je crois que c'est essentiel, j'ai raison, de toute façon je ne vais pas épuiser toutes les raisons pour lesquelles, bien sûr, cette métaphore de l'histoire est essentielle, mais la première des choses, c'est que finalement, nous sommes tous requis à devoir donner un sens et une cohérence aux événements qui nous arrivent, dont on a un peu l'illusion qu'ils obéissent à une espèce de nécessité rationnelle. Vous savez, finalement, quand même, pour aller très vite encore, l'apport de gens comme Benjamin, mais pas seulement Benjamin, c'est de tirer la leçon selon laquelle l'idée, si vous voulez, hegelienne, par exemple, une raison historique d'un progrès de l'histoire, une temporalité qui nous amène vers le progrès, qui a un sens, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est la raison pour laquelle il y a bien résurgence relativement régulière de catastrophes. C'est bien la raison pour laquelle, si vous voulez, nous assistons toujours à des décombres, à ces événements de l'histoire qui sont des décombres et auxquels nous donnons un sens. C'est aussi pour ça, dit Benjamin, je trouve que c'est un point très important aujourd'hui, que l'histoire pourrait bien être rien d'autre que le récit qu'on en fait. Et il a cette phrase assez extraordinaire, que je vais peut-être retrouver dans mes notes un petit peu bordéliques, comme vous savez, ce qu'il dit, articuler historiquement le passé
ne signifie pas le connaître tel qu'il a été effectivement, ça c'est l'illusion positiviste, mais bien plutôt devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant du danger. Donc en gros, la chose bêtement et simplement, il n'y a d'histoire que de ce qui, dans le présent, nous sollicite à devoir penser, si vous voulez, les événements historiques. Alors, bon, aujourd'hui, je peux partir de là, aujourd'hui, nous vivons une crise, c'est une grande banalité de le dire, et c'est aussi une grande banalité que de rappeler cette phrase de Gramsci, mais bon, ça fait des années que je l'énonce. La crise, qu'est-ce que c'est? La crise, c'est lorsque le vieux monde tarde à mourir et que le nouveau monde tarde à naître. Dans ce clair-obscur émergent les monstres. Je crois que nous avons aujourd'hui, bien sûr, mille et une manières de voir émerger ces monstres, que ce soit, bien sûr, Daesh, Al-Qaïda, le terrorisme, mais aussi le nationalisme, mais aussi le populisme, mais aussi le racisme. Je crois que c'est un point très important. Quelqu'un comme Camus, que je cite souvent, écrivait dans la conférence d'Athènes sur l'avenir de la tragédie en 1955, « J'aime trop la nation pour être nationaliste ». Donc je crois que là encore, aujourd'hui, c'est une phrase qui peut nous parler. Donc je pense que la crise, elle provient, elle est très violente, plus qu'on ne saurait, à mon avis, l'imaginer. On peut parler de Trump, on peut parler de voix existantes, on peut parler de plein de choses, mais ils sont les symptômes où on peut parler, je dirais, du succès d'un candidat qui se présente comme anti-système et qui est le produit du système, par exemple. C'est pas, encore une fois, une attaque personnelle, c'est simplement pour essayer de comprendre ce qui aujourd'hui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous sommes vraiment, finalement, dans une espèce de culture un peu schizophrène, où nous nous trouvons dissociés entre la pratique qui nous est prescrite et qui obéit quand même aux lois du néolibéralisme, il faut dire les choses en toute simplicité, c'est-à-dire cette idée que le libre-échange, cette idée que la mondialisation va permettre de réduire les inégalités, va permettre d'apporter du progrès, va nous rendre tous un peu plus heureux, etc. C'est une théorie aussi du ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut laisser les riches s'enrichir, parce que finalement, par un effet de ruissellement, les richesses finissent par atteindre le bas peuple, qui est l'idée que vous connaissez du libéralisme. Bon, finalement, ça, aujourd'hui, on n'y croit plus. Comme on ne croit plus à cette idée que le libéralisme, c'est quelque chose d'épouvantable, peut-être, ça fait des dégâts, mais au moins, ça nous garantit la liberté. C'est pareil, cette liberté, on ne peut plus y croire, alors même qu'un des pays les mieux, si j'ose dire, insérés dans la mondialisation, c'est la Chine, qui peut associer à la fois une économie du marché et la dictature. Et on a vu également en Europe centrale comment l'effondrement du discours émancipateur, fallacieusement émancipateur, du socialisme à usage réel, n'est-ce pas, les pays d'Europe centrale se sont lancés aussi dans l'économie de marché et ont donc associé les débris, je dirais, d'un certain autoritarisme avec qui s'est rendu compatible avec une économie de marché extrêmement dure et agressive. Donc, finalement, la vie est simple, je vais le redire, je l'ai dit sur une radio il n'y a pas longtemps, enfin sur une télé il n'y a pas longtemps, mais en somme, on nous prescrit aujourd'hui de devoir être pratiquants d'une religion du marché à laquelle nous ne croyons plus. Et donc c'est quand même là où il y a, si vous voulez, une dissociation qui est vécue comme une déchirure tragique. Parce qu'en même temps, nous voyons mal, à l'heure actuelle, quelles sont les alternatives possibles. Et tous les jours, nous attristent toujours davantage de constater que les espoirs que l'on pouvait mettre dans les uns dans les autres, dans des projets, ont du mal à tenir la route. Alors, je crois que c'est dans ce cadre-là, effectivement, je ne vais pas parler 3 heures, quand même. C'est quand même dans ce cadre-là qu'on voit émerger un certain nombre de symptômes dont, à mon avis,
la violence terroriste autant que les mouvements réactionnaires. J'étais déjà venu ici, toujours avec la générosité de Claude Schroeder et de la librairie Kléber, j'étais venu ici aussi vous parler il y a quelque temps de mon livre L'individu ingouvernable, où déjà j'essayais de montrer comment, à certaines époques de notre histoire, la crise et la légitimité des valeurs libérales produisaient l'émergence de mouvements qu'on peut appeler rapidement totalitaires ou fascistes. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'avais évoqué comment, à la fin du XIXe, par exemple, on voit bien que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, si vous voulez, qui avaient porté à la fois l'émancipation du discours des Lumières, ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale, n'est-ce pas, ne te donne que ta propre loi, tous ces discours d'autonomie s'étaient avérés caducs à la fin du XIXe. Alors qu'ils ont porté tous les mouvements romantiques, tous les mouvements révolutionnaires, comme vous savez, n'est-ce pas, du début et du milieu du XIXe siècle. 1848, le printemps des peuples, c'est justement cette référence, encore une fois, à l'autonomie, à la liberté, etc. Comment tous ces discours, à la fin du XIXe, ne tenaient plus la route, parce qu'on ne pouvait pas croire à l'autonomie d'une personne, alors qu'elle était assignée à des fonctions fragmentées, rationalisées, dans des usines, alors qu'elle était paupérisée par l'urbanisation, l'industrialisation, alors que finalement ces conditions sociales étaient telles que l'idée même d'un contrat associatif sur la base duquel se fonde le libéralisme, c'est des individus autonomes qui contractent pour faire société, ça ne tient pas la route. Toute l'émergence des sciences humaines et sociales, n'est-ce pas, que ce soit Durkheim, Tarde, Le Bon et bien d'autres, toute l'émergence, si vous voulez, des sciences sociales, dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est quoi? C'est de montrer qu'un individu, comme dit Camus d'ailleurs, l'essentiel découverte du XIXe siècle, dit Camus, c'est que l'individu, enfin l'humain plutôt, n'est pas solitaire. C'est-à-dire que bien sûr, n'est-ce pas, même, on voit chez Durkheim, même le suicide est un fait social. C'est dans les sociétés anonymes, qui subissent l'anomie que, n'est-ce pas, on se suicide davantage. Donc c'est plus un fait psychopathologique individuel, ça devient un fait social. De la même manière, Durkheim peut jusqu'à dire notre égoïsme est un fait social. Bon, je passe sur ces thèses-là, mais elles sont extrêmement importantes. En gros, pour faire vite, pour faire simple, même lorsqu'on va découvrir au niveau, si vous voulez, neuroscientifique, l'existence de réflexes, ça montre bien qu'on ne se commande pas soi-même. Et la psychanalyse met parfaitement à l'évidence, n'est-ce pas, en labourant ce sillon, que, comme le dit Freud, le moi n'est pas maître en son logis. Donc en gros, l'idée de l'individu libéral, autonome, rationnel, responsable, ça prend complètement l'eau à la fin du XIXe. Ça ne tient plus la route. Et vous avez là l'émergence des masses avec la revendication, des revendications qui peuvent être des revendications révolutionnaires, ça va être le socialisme. Le socialisme, c'est d'abord l'art de faire société, au départ. Ça va être le socialisme, ça va être le marxisme, étymologiquement j'entends, ça va être le marxisme, ça va être l'anarchisme, ça va être les syndicats, ça va être le mouvement social, et puis ça va être aussi ces révolutions, ça sont aussi des révolutions, ces révolutions symboliques, au sens du Bourdieu, que sont justement les révolutions contre-révolutionnaires, c'est-à-dire l'émergence, par exemple, n'est-ce pas, d'un racisme, d'un fascisme à la française, comme dit Yves Sternel, qu'on va trouver chez Barès qui part, n'oubliez pas quand même, qui part de l'extrême gauche, pour finalement se retrouver à l'extrême droite, par le biais du nationalisme, par le biais du boulangisme. On va donc trouver à la fin du XIXe déjà cette floraison de mouvements révolutionnaires contre-révolutionnaires, et qui vont devenir, dans l'entre-deux-guerres, bien sûr, les partis totalitaires que vous connaissez. La fabrique de l'homme arien, la fabrique de l'homme italien renaissant de l'Empire romain, la fabrique de l'homme nouveau du stalinisme, etc. Partout, on va se mettre à fabriquer les hommes. Quand on commence à fabriquer des projets, pour fabriquer des hommes, comme le disait Anna Arendt, c'est que vraiment on les chosifie. C'est la pire des choses. On les cadavérise d'entrée de jeu, je vous dirai deux mots tout à l'heure là-dessus. Donc, vous voyez, à la fin du XIXe, je ne vais pas trop développer, à la fin du XIXe, si vous prenez à Vienne, 1895, Karl Lueger, tribun populiste antisémite,